L'amiral Floïc était né, comme il a été dit, à Kobalzanek, où une place porte désormais son nom. André Malraux, qui fut le premier président de la Fondation de Charles de Gaulle, avait surnommé François Floïc l'ombre de la grande. Tant son dévouement au général de Gaulle était total. L'amiral François Floïc aurait pu prétendre aujourd'hui à un hommage national et à une oraison funèbre faite par un chef d'État ou un chef d'état-major des armées. Il a choisi l'humilité, et c'est à moi qu'il avait affectueusement nommé son aide de camp, donc l'ombre de la grande, c'est-à-dire pas grand-chose finalement, que revient l'immense honneur de prononcer ces quelques paroles d'amitié et d'admiration, pour l'accompagner dans son dernier voyage au-delà des mers, au-delà de ce Cap Horn qu'il affectionnait, qu'il avait jadis passé lorsqu'il commandait la Jeanne d'Arc. Hélas, ce 5 septembre 2018, à l'hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne, l'ombre de la grande ombre s'est effacée pour toujours. Mais elle demeure pour nous dans la lumière. En effet, cher François Floïc, vous n'étiez pas un homme de l'ombre, mais un être de lumière. Lumière que reflètent les magnifiques tableaux de la Bretagne et la campagne varoise que vous avez peint avec vos amis de l'association des peintres paysagistes provençaux. Et cette lumière n'est pas prête de s'éteindre, car elle s'est répandue dans le cœur de tous vos amis ici présents. Lointain hérité de Bonnard et de Matisse, vous apparteniez à l'école du fauvisme. Vous aviez l'art de faire hurler les couleurs et de personnifier la nature, comme dans ce petit tableau de l'église de Vaugines, où les arbres battent en bleu, semblent les personnages tout droits descendus du ciel sur la terre. C'est d'ailleurs probablement l'amour de la peinture qui nous a réunis dans les dernières années de votre vie, car le militaire de carrière que vous étiez, de 33 ans qu'on est né, n'avait a priori aucune raison de se lier d'amitié, une amitié aussi profonde, avec le maintien des hôpitaux que je suis, modeste réserviste du service de santé des armées. Je me souviens parfaitement de la première fois où j'ai entendu votre nom. C'était le 30 mai 1968, dans la bouche même du général de Gaulle. J'avais 16 ans, et j'attendais de passer mon baccalauréat, vaguement anxieux, devant le déchaînement révolutionnaire de mes camarades dans la rue, hier lycéens comme moi, qui s'étaient mués en petits soldats d'une pseudo-révolution qui a fait long feu. Tout à coup, à 16h30, la radio résonna du discours de Charles de Gaulle, revenant de Baden-Baden, vous aviez accompagné ce fameux hélicoptère, articulant et détachant chaque syllabe de sa voix majestueuse et caractéristique. Je ne me retirerai pas, partout et en tout lieu, il faut que s'organise l'action civique. Non, la République n'abdiquera pas. Nous avons tous les deux, 50 ans plus tard, l'occasion de revenir longuement sur ces événements dont je suis acteur privilégié, dans le livre que j'ai la chance d'écrire avec vous, Charles de Gaulle, dernier roi des Francs. Ce fut un grand bonheur pour moi de venir presque chaque dimanche pendant un an, avec mon épouse à Fénois, votre belle demeure du Bruche, pour discuter avec vous, chapitre après chapitre, de ce que fut la lumineuse trajectoire de Charles de Gaulle. Vous aviez l'art de mettre à l'aise notre interlocuteur, et comme les aumôniers des armées, de prendre le grade de celui qui était en face de vous. Vous qui saviez tout, parce que vous en aviez vécu le moindre événement, vous avez accepté sereinement mes remarques, mes interrogations, et même mes critiques, pour que cet ouvrage soit véritablement une partition écrite à 4 mains. Quelle chance pour moi d'avoir pu ainsi m'imprégner de l'histoire et de la personnalité d'un homme hors du commun, le général de Gaulle, dont vous avez partagé la vie intime, lorsque vous fûtes son aide de camp à l'Élysée, de 59 à 69, et dont souvenir nous rassemble encore ici. Et si la peinture occupait le fond de votre âme, je peux affirmer que vous étiez aussi un écrivain de grand talent, comme en témoignent les nombreux livres que vous avez écrits, dont les plus célèbres en ce titre. Ni chagrin ni pitié, d'Arlon, Souvenir de notre Gaulle, De Gaulle intime, Charles de Gaulle, dernier roi des Francs, et l'ultime, 68 côtés de Gaulle, paru cette année même. L'un des meilleurs souvenirs qu'emporterait de vous, inoubliable, c'est lorsque nous montâmes ensemble à Paris en TGV, partageant comme de vieux complices le sandwich que vous aviez préparé dans notre compartiment de 2e classe, invité par l'amical gaulliste et le président du Sénat,
pour une conférence dédicace extraordinaire sous les ordres du palais. Bien sûr, mon père avait fait la guerre, glorieusement, et tout enfant, j'avais vu les stigmates sur son corps des blessures reçues par la compagnie d'Italie, sur la route de la mort, dans le vallon de l'Inferno, lors de la terrible bataille du Belvédère, où tant de jeunes officiers d'artillerie français furent blessés. Mais à la maison, nous ne parlions jamais de politique. En une fraction de seconde, la magie du verre du général, en ce 30 mai 68, agit sur l'inconscient de l'adolescent que j'étais. Je suis devenu gaulliste, sans trop savoir que cela a toujours été. Et du reste, en 1984, j'ai milité au Rassemblement pour la République, dont la carte portait encore une croix Lorraine, soutenant la candidature de Jacques Chirac à la magistrature suprême. Mais le gaullisme que vous incarniez était d'une toute autre dimension. C'était celui des hommes qui, au péril de leur vie, s'étaient battus sous les ordres libérateurs de la patrie. Je ne savais pas, d'ailleurs, en ce 30 1968, à quel point ma famille était gaulliste et comment ces valeurs que je pensais découvrir en écoutant le général avaient été transmises par mon éducation. Bien des années plus tard, ce fut un choc, quand je vous ai retrouvé physiquement, représentation à la hauteur de ce que j'avais pu imaginer. C'était il y a 20 ans, lors d'un congrès de la première division française libre, organisé à Hyères, qui va donc ici présent s'en souvient certainement, où j'avais accompagné mon oncle, Paul Pietri, héros du 1er régiment de fusiliers marins, la première unité créée à Londres en 1940 par l'amiral Émile Muselier. Pour ce régiment, compagnon de la Libération, dont il avait fait toutes les campagnes, de Londres à Lothion en passant par Mirakeim et le débarquement à Port-Almer, il avait été blessé 6 fois et cité 6 fois. Le patron de son escadron, porté comme une guerre, un long breton, Carmaquet, il fut le préfet maritime de Toulon. En souvenir de Paul Pietri, l'insigne de son régiment est accroché aujourd'hui sur la poitrine. Aujourd'hui, cette croix de Lorraine posée sur votre cercueil témoigne de votre engagement dans les forces navales françaises libres, car vous étiez aussi un homme libre, engagé à 19 ans dans les forces navales françaises libres. Lorsque vous étiez parti pour Londres, le 17 juin 1940, vous y rejoindre la Royal Navy. Comme beaucoup de jeunes gens de cette période tragique, vous avez fait don de votre vie à la France, prêt au sacrifice suprême. D'abord affecté sur le vieux cuirassé courbé, seul morceau de France en terre anglaise, où flottait le pavillon bleu-blanc-rouge, vous avez été un camarade de promotion de l'amiral Philippe de Gaulle, le fils du général. Vous étiez le dernier officier survivant de l'escorte des dangereux convois de Montmans pendant la bataille de l'Atlantique. Du reste, peu de gens savent que vous portiez à côté de la Légion d'honneur et de l'ordre national du mérite, une décoration soviétique. La corvette sur laquelle vous avez servi portait un nom prédestiné, la Rose de Nice. Et quel symbole, cher François Fleury, pourrait mieux résumer ce que vous étiez, l'alliance étroite de la rose, pour décrire vos qualités de cœur, et du lys, pour résumer la noblesse de votre esprit, qui s'est levé aussi haut que celui du général de Gaulle. Votre esprit, qui, soyons-nous certains, continuera à nous inspirer, car nous regarderons loin de la ligne de l'horizon, là où la mer et le ciel ne font qu'un, au fond du golfe d'Aciota, au règne majestueux le Cap Sicile, avancer la plus au sud de notre chère France, que vous avez si bien servi, jusqu'à votre dernier souffle. Vive la République.